Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Comme tous les matins, le plaisir de vous retrouver. 0826 300 300, vous intervenez sur tous les sujets que nous allons développer jusqu'à midi et demi. Vous allez réagir, j'en suis absolument certain. Tiens, la réforme des retraites, ça commence à tanguer dans la majorité. Plusieurs députés de la majorité préparent des amendements. Certains souhaitent supprimer l'âge légal de départ pour ne conserver que la durée de cotisation portée à 43 ans. D'autres, par exemple, sont favorables à une taxation des dividendes afin de chercher des financements. Bien, vous voulez intervenir sur la réforme des retraites, vous continuez. Ce n'est pas compliqué, 0826 300 300. Et puis nous verrons les grèves. Où est-ce qu'on en est, les grèves annoncées? Le 31, oui, forte journée de mobilisation. Les 6 et 7 février aussi, des grèves se précisent. Nous ferons le point. Le Conseil économique, social et environnemental propose de légaliser le cannabis. Une légalisation encadrée, vente réservée aux plus de 18 ans dans des commerces légaux avec des gérants ayant suivi une formation obligatoire à la prévention et à la réduction des risques. Alors qu'en pensez-vous? Faut-il légaliser comme ça, cette légalisation encadrée? Qu'en pensez-vous? Vous allez nous dire. Le président du Conseil économique, social et environnemental sera avec nous dans quelques minutes. À 12h05, tout savoir sur ChatGPT. C'est une intelligence artificielle, un robot qui converse avec nous. Entre fascination et inquiétude, nous saurons tous, ça fait bien longtemps que j'avais envie d'en parler. Je rappelle que demain, entre 11h et 12h, je recevrai Jordan Bardella, le président du Rassemblement national. Mes questions d'abord, et puis vos questions au 0826 300 300. Autre chose, notre débat tout à l'heure, entre 11h et midi, la NUPS et le Rassemblement national déposent des motions référendaires. Faut-il organiser un référendum sur la réforme des retraites? Qu'en pensez-vous? Êtes-vous favorable ou pas à l'organisation d'un référendum? Vous nous dites 0826 300 300. Mais je voudrais commencer avec cette information qui date d'aujourd'hui. Le Conseil économique, social et environnemental propose de légaliser le cannabis, précisément d'autoriser la vente aux majeurs, aux plus de 18 ans. Jean-François Natton est avec nous, c'est le président du Conseil économique, social et environnemental. Jean-François Natton, bonjour. Bonjour. Alors, première chose, je ne suis point le président du Conseil économique et social, je suis le président de la commission temporaire qui a porté ce travail. Qui a porté ce travail, bon d'accord. Voilà. Bon, président de la commission qui a porté ce travail sur le cannabis. Mais vous êtes évidemment membre du Conseil économique, social et environnemental. Pour présider une commission du Conseil économique et social, encore faut-il être membre du Conseil. Évidemment. Je suis membre du Conseil économique et social, oui. Bon, alors, vous faites cette proposition après un long travail. Vous avez rencontré beaucoup de personnes, vous vous êtes déplacé. Vous faites cette proposition, vous proposez une légalisation encadrée, je dirais. Légalisation encadrée, c'est-à-dire la légalisation pour les majeurs, les plus de 18 ans, la création de boutiques avec de commerces légaux, avec obtention d'une licence. Les gérants suivraient une formation obligatoire à la prévention et la réduction des risques. Et puis vous proposez une production de cannabis bio, là encore encadré, avec aussi un encadrement de l'autoculture. Et puis tout ça serait assorti de politiques d'éducation, de prévention et de lutte contre tous les trafics. C'est bien cela ? Vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Vous avez très bien lu, ce volumineux travail. Oui. Donc un travail de longue haleine, qui nous a mobilisés plus de 10 mois, de très très nombreuses auditions pour aboutir. Alors que on peut se le dire, nous étions les uns et les autres. Si on nous avait dit et si on m'avait dit il y a 10 mois que j'aurais été favorable à une égalisation encadrée, j'en aurais douté. Mais c'est bien ce travail de fond que nous avons mené qui nous a amené d'une manière quasi majoritaire
à nous prononcer d'une manière franche sur l'inévitable légalisation pour apaiser le pays et pour réorienter d'une manière radicale nos forces de police contre le trafic. Bien, contre le trafic. Alors nous allons entrer dans les détails de ce que j'ai dit et de votre rapport. Enfin, c'est surtout vous qui le dites, hein, dans votre rapport. D'abord, il vous est arrivé de fumer un joint? Non. Jamais? Vous n'avez jamais fumé? Et non. Bon, non, je vous dis ça parce que près de 50% des adultes en France ont déjà consommé du cannabis au cours de leur vie. Il faut partir de ce constat. Eh ben, alors, on a fait ce constat, c'est bien à partir de l'échec en fait des politiques suivies depuis 50 années qu'il convenait d'oser changer, ne pas s'enferrer dans l'échec, mais bien passer à une autre dimension. Et c'est ce que le Conseil économique propose. Bien, Jean-François Natton, aujourd'hui, lorsqu'on fume un joint et qu'on est surpris en train de fumer, on écope d'une amende. 200 €, 150 € si l'amende est payée sous les 15 jours. Bien, ça c'est la législation aujourd'hui. Vous proposez donc une légalisation encadrée. Premier point, évidemment, légalisation, vente réservée aux majeurs, aux plus de 18 ans. Oui, cet avis ne porte en aucune manière un appel au fumer tous, et notamment de notre jeunesse. Donc il est hors de question, j'allais dire, de porter une quelconque préconisation ou un quelconque regard positif sur le cannabis drogue. Le sujet, il n'est pas sur ce terrain-là. Et donc c'est un combat contre la drogue que cet avis pose, mais il le pose de manière différente que seulement la répression, que seulement ce système d'amende qui produit de très très nombreuses injustices, notamment quand on découvre que 5 jours, 10 jours après, comme vous dites, avoir fumé un joint, si tu es arrêté au volant, tu peux avoir des traces de cannabis et te retrouver dans une situation d'amende, voire de suppression de ton permis, alors que tu n'es plus sous l'emprise de la drogue. Donc là, on est dans un système d'injustice de plusieurs milliers de nos concitoyens qui sont victimes de cela. Donc la réorientation, c'est de prendre le pari que notre pays, enfin, ait une politique de prévention. Et donc c'est tout réorienter sur la prévention. Prévenir et donner à notre jeunesse le pouvoir de dire non. Parce qu'il faut qu'ils disent non à la drogue. Mais il faut leur donner les outils de compréhension de pourquoi il faut dire non. Bien, oui, vente interdite aux mineurs, bien sûr, donc, et interdiction de toute propagande ou publicité, ainsi que toute distribution gratuite ou promotionnelle. Bon, ça, c'est assorti pour mettre des paravents, en quelque sorte, sauf que interdiction de vente aux mineurs, vous savez très bien, dans les boutiques, vous préconisez l'ouverture de boutiques très encadrées, hein, ces boutiques légales, où l'on vendrait du cannabis. Encore une fois, des boutiques avec un gérant qui suivrait une formation, une gérance très encadrée. C'est bien cela, hein, Jean-François Natton. Tout à fait. Alors là, l'avantage qu'a eu le Conseil économique, mais avant le Parlement, il faut toujours se rappeler que les députés ont sorti, eux aussi ont sorti un rapport transpartisan, et ça c'est à noter, qui se dirigeait sur les mêmes conclusions que nous. On a pu prendre appui sur toutes les expérimentations internationales. Parce que on n'est plus dans une forme de supposition que cela serait mieux. Des pays, et notamment le Canada, a mis en œuvre une partie de ce que l'on préconise avec des résultats. Avec des résultats, oui. Les résultats, c'est la diminution de la consommation de la jeunesse canadienne du cannabis. Et c'est là l'essentiel. C'est prévenir, c'est faire en sorte que tu ne touches pas ce joint. Parce que si tu ne fumes pas jeune, tu ne fumeras pas âgé. Et donc le défi, il est de nous attaquer à la jeunesse de France.
et de réorienter toute l'activité de nos forces de police sur le trafic et non pas sur les petits usagers qui ont autre chose notre police a autre chose à faire que de traquer les fumeurs de joints sur les trottoirs de France. Oui, Jean-François Natton, donc obtention d'une licence pour ces commerces légaux, les gérants suivraient une formation obligatoire à la prévention et la réduction des risques. Je rappelle aussi que Malte a légalisé le cannabis dans l'Union européenne et je rappelle que l'Allemagne va le faire en 2024. Vous avez tout dit, Donc on n'est pas les seuls. Oui. Et allons-nous rester à ressembler à la Russie de Poutine ? C'est pas possible. C'est pas possible. On est un pays de liberté. Alors, il y a les pour, il y a les contre, vous le savez bien, et parmi les médecins aussi. Certains disent c'est une stratégie pragmatique, la répression n'est pas efficace, donc il faut chercher d'autres pistes. Et d'autres disent légaliser une drogue sous prétexte qu'on n'arrive pas à l'interdire, on ne comprend pas. Avant 18 ans, pour les mineurs, le trafic illégal se poursuivra. Et oui, le trafic illégal risque de se poursuivre pour les mineurs de moins de 18 ans. Oui, mais c'est pas un pari en fait. Oui. La France souffre d'un déficit de prévention. Oui. Nous sommes dans une culture. Alors il y a plusieurs explications. C'est pas le but du débat, mais on pourrait me réinviter pour qu'on parle de réparation et de prévention. Là, notre objectif, en fait, c'est de renverser la vision en fait quasiment du monde et de mettre la prévention, l'éducation au centre de notre activité. Oui. Et bien sûr qu'on aura toujours, dans les marges des trafics. Mais c'est pas parce qu'on sera dans les marges qu'il faut sanctionner l'ensemble de la population. Donc on a là quelque chose d'intense, une autre vision en fait de la société. Dans tous les cas, Jean-François Natton, si vous pouvez rester avec nous quelques minutes, parce que j'ai beaucoup d'auditeurs qui ont envie d'intervenir. Ludovic, Giovanni, par exemple. Je vous garde encore quelques minutes. Jean-François Natton, simplement, vous avez le mérite d'ouvrir vraiment, franchement, là, et directement le débat. Parce que jusqu'à maintenant, chacun hésitait à prendre position. Tiens, à propos de position, les positions d'Emmanuel Macron, parce que finalement, c'est lui qui va décider, en dernier lieu, sur la légalité. Enfin, c'est lui qui va décider. Il y aura des débats parlementaires, il y aura peut-être des propositions de loi qui vont revenir, peut-être un projet de loi un jour, je ne sais pas. Dans tous les cas, les positions d'Emmanuel Macron sur la légalisation du cannabis ont beaucoup varié dans le temps, Félix Mathieu. Oui, en 2016, l'ex-ministre de l'économie venait de fonder En Marche et il le disait clairement, on voit bien que la légalisation du cannabis a des intérêts, une certaine forme d'efficacité pour éviter les trafics incontrôlés, réguler la délinquance. Devenu candidat à la présidentielle de 2017, il le redira, il se dira d'abord pour la dépénalisation. Il faut écouter, disait-il, les professionnels selon qui il est vain de pénaliser systématiquement la consommation de cannabis. C'est ce que plaide alors le pré-candidat Macron dans son livre Révolution avant la présidentielle de 2017. Puis finalement non, je ne crois pas à la dépénalisation ni aux petites doses, ni aux peines symboliques. Ça ne règle rien, dit-il dans le Figaro à partir de février 2017. Alors depuis, la position d'Emmanuel Macron n'a pas fondamentalement changé depuis qu'il est au pouvoir, même s'il y a eu quelques assouplissements, notamment pour le cannabis thérapeutique. Bien, nous allons prendre, je vous retrouve Jean-François Natton dans 2 minutes. Nous allons prendre Ludovic, Giovanni et d'autres auditeurs. À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h47 avec nous, Jean-François Natton, qui préside la commission du Conseil économique, social et environnemental, qui propose de légaliser le cannabis, précisément d'autoriser la vente aux majeurs. Légalisation encadrée, strictement encadrée. Jean-François Natton est toujours là. Ludovic est à Rochefort, en Charente-Maritime. Bonjour Ludovic. Bonjour Jean-Jacques et bonjour Jean-François. Alors, vous avez entendu les propositions de Jean-François Natton, allez-y. Enfin, de la commission, c'est le Conseil économique et social qui fait les propositions. Alors, Ludovic.
Oui, moi je suis tout à fait contre. Quand j'entends cette information, j'ai envie de dire que c'est stupéfiant. Et avec un peu d'humour, je me demanderais même ce qu'ont fumé les membres de cette commission. Pourquoi est-ce stupéfiant, Ludovic? Parce qu'on sait très bien les dangers on ne légalise pas une drogue. Enfin, on connaît très bien les dangers d'un point de vue santé, également d'un point de vue endocrinien. On sait les dangers que ça procure. Enfin, pour moi, une drogue, ça se combat. Il faut allouer les moyens aux forces de l'ordre. On ne dit pas que parce qu'on arrive à mettre, parce qu'on a du mal à anéantir un trafic, qu'il faut légaliser une pratique. Enfin, et en plus, il faudrait être naïf pour croire que les réseaux criminels vont se laisser facilement enlever des gains immenses par du trafic de cannabis ou de. C'est-à-dire qu'on préfère laisser le trafic perdurer, Ludovic? Ah non, moi, il faut le combattre absolument de bout en bout. Après, c'est quoi la prochaine étape? C'est comment fumer un joint pour les nuls? C'est un TP ludique dans les écoles également pour montrer les dangers. Ah non, là, ce serait strictement encadré, hein, on est bien d'accord, oui, Ludovic. Oui, Jean-François Nathan. Encadré pour des majeurs, d'accord, Jean-Jacques, mais enfin, je veux dire, en principe, ce sont quand même des mineurs qui commencent. Je veux dire, donc c'est dès le départ qu'il faut combattre le fléau. Mais ça c'est sûr. Ça, vous avez raison. Jean-François Nathan, vous répondez à Ludovic. Oui, bonjour Ludovic. Je pense qu'il faut rester raisonnable et essayer de. Enfin, notre travail, c'est pour dépassionner, hein, donc on va rester calme. Si on est arrivé à cette proposition, c'est notamment en ayant longuement rencontré les forces de police. Et je vais reprendre l'expression d'un des commandants de police qui nous disait: on nous demande de viser l'océan avec une petite cuillère trouée. Donc renforcer ce qui ne marche pas continuera de ne pas marcher. C'est bien devant ce constat-là qu'il nous faut oser le pas de côté prévention et non pas axer la répression sur l'usage. Il faut la répression sur le trafic. Et assécher le trafic du cannabis dans notre pays. C'est une urgence. C'est une urgence. Mais là, on va partager cette urgence. Alors, je vous propose d'appeler Giovanni. Giovanni qui est à Marseille. Enfin, c'est Giovanni qui a appelé. Bonjour, Giovanni. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à votre invité. Alors, Ludovic est toujours là, notre invité Jean-François Nathan aussi. Beaucoup d'appels sur la question. Giovanni, alors, quelle est votre position ? Moi, je suis plutôt du côté de votre invité. En fait, moi, j'ai la sensation que ce sujet, c'est un peu de l'hypocrisie. C'est-à-dire, c'est pas comme si il n'y avait pas de fumeurs de cannabis en France. Et effectivement, on parle de drogue. Mais je suis désolé, quand on voit les dégâts de l'alcool qui est légalisé, ça y a absolument aucun souci. En fait, aujourd'hui, en quoi le cannabis serait forcément beaucoup plus un problème? Et puis surtout, en fait, moi, je me dis qu'il y en a quand même beaucoup qui commencent à fumer du cannabis parce qu'il y a ce côté interdit. Et au final, en fait, en faisant, alors je dis pas qu'il faut banaliser le fait de fumer du cannabis, mais en tout cas en rendant ça un peu moins comme la grande interdiction, peut-être que en fait certaines personnes diront c'est pas si important que ça, c'est pas y a pas ce côté illégal qui va leur donner envie aux petits jeunes d'aller dans les quartiers pour essayer d'avoir quelques grammes de cannabis, quoi. Enfin, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter avec ce débat qu'on a depuis des années et des années et qu'on passe à autre chose, parce que je suis assez d'accord, il faudrait que nos policiers quand même s'attellent à des sujets peut-être un peu plus importants, quoi. Bien, merci Giovanni, merci Ludovic, Jean-François Nathan. Vous voyez, c'est très partagé, vous l'avez compris, mais vous le savez. Vous savez que c'est très partagé. Hein. Mais c'est aussi notre déplacement à Toulon et à Marseille qui a été un grand moment de révélation pour beaucoup d'entre nous sur la réalité de terrain.
et les difficultés rencontrées par ceux-là même à qui on demande de faire du contrôle, de la répression et qui ne marche pas. Bien, vous savez ce que nous allons faire? Nous allons, parce que le débat, évidemment, c'est un débat majeur de notre société, hein, dans notre société. C'est un débat de société. Oui, et complètement, vous avez entièrement raison. On doit donner le pouvoir à notre jeunesse de dire non. Ben, vous avez raison, Jean-François Nathan, c'est un débat de société. D'ailleurs, ce débat, nous allons le rouvrir sur l'antenne de Sud Radio un jour prochain, parce que vous avez là ouvert une porte. Alors après, faut-il la garder ouverte ou la refermer? C'est toute la suite qui sera donnée à votre travail. Merci Jean-François Nathan. Hein. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Vraiment merci. Bien, je voulais, et je vous en parlais en titre, ça tangue dans la majorité. Benjamin Morel, bonjour. Bonjour. Bonjour Benjamin Morel, vous êtes politologue. Je dis ça tangue dans la majorité à propos de la réforme des retraites. Plusieurs députés préparent des amendements, députés de la majorité. Certains, par exemple, souhaitent supprimer l'âge légal de départ pour ne conserver que la durée de cotisation portée à 43 ans. D'autres, par exemple, sont favorables à une taxation des dividendes afin de chercher des financements. Vous publiez La France en miettes, qui sortira le 2 février. Je vous recevrai à l'occasion aux éditions Le Cerf. Vous êtes maître de conférence en droit public à Panthéon, Assas. Benjamin Morel, ça tangue vraiment? Ça tangue vraiment, oui. Et ça tangue de manière extrêmement précoce. Et c'est ça qui, pour le coup, peut être considéré comme étant relativement problématique pour le gouvernement. En fait, dans un mouvement social et dans une crise politique liée à une réforme sociale, comment ça se passe d'habitude? Vous avez toujours une période de montée de la mayonnaise au niveau social, une opposition qui fait de l'obstruction, et tout ça a un objectif. C'est que la majorité se divise, parce que lorsque la majorité se divise, le gouvernement est beaucoup plus embêté pour arriver à faire passer ses réformes. Là, on se rend compte qu'avec cette majorité relative, avec cette majorité en réalité très plurielle, avec des intérêts très divers, eh bien ça se divise très très vite, ce qui pour le gouvernement est compliqué, avec une procédure législative qui plus est aujourd'hui. Oui. On a l'impression, Benjamin Morel, vous allez me dire si vous avez la même impression que moi, j'ai l'impression que le gouvernement, là, se retrouve... Plus les jours passent, plus le gouvernement se retrouve dans une impasse. Et avec, au bout de l'impasse, le retrait de la réforme. Alors, le retrait de la réforme, peut-être pas, parce qu'il faut voir que cette majorité très divisée, à la fois pose problème au gouvernement et en même temps l'oblige. C'est-à-dire que, grosso modo, pour la faire simple, si jamais il devait y avoir un retrait de la réforme, cette majorité déjà très fragile n'aurait plus réellement de sens. Il n'est pas certain qu'Emmanuel Macron arriverait à tenir une forme d'unité à l'Assemblée si jamais il perdait cette bataille symbolique. Donc c'est un peu toute la difficulté de cette affaire. Il ne peut pas reculer et en même temps, le fait est que les données politiques rendent très très difficile le fait d'avancer. Merci Benjamin Morel, La France en miettes, donc sortie le 2 février, on en reparlera évidemment. Merci, petite analyse courte mais essentielle, parce que nous sommes peut-être à un tournant de cette réforme. Je rappelle que le débat à l'Assemblée nationale commencera début février, le 6 février prochain, et d'ailleurs à propos du 6 février, à propos de ce débat, eh bien nous allons beaucoup en parler dans un instant. Pourquoi? Eh bien parce que notre prochain sujet entre 11h et 12h sera consacré à la réforme des retraites et surtout au débat parlementaire et aux motions référendaires déposées par la NUPS et le Rassemblement national. Est-ce qu'il faut organiser un référendum sur la réforme des retraites? Ce sera notre débat entre 11h et midi. À propos de la réforme des retraites, je me tourne maintenant vers vous, Félix Mathieu. Est-ce que vous savez déjà ce qui va se passer, les conséquences, les grèves prévues pour nous, conséquences pour nous, usagers? Oui, il va y avoir effectivement des mouvements de grève avant la mobilisation du 31 janvier, dès demain, dès ce soir 19h. Même attention, par exemple, sur les rails, grève à la SNCF, la circulation des trains pourrait bien être perturbée, pas seulement demain, mais jusqu'à la fin du mois, jusqu'au mouvement national du 31, et même au-delà très certainement la semaine prochaine. Perturbation sur les rails, dans les raffineries aussi, grève dès demain et après-demain. La CGT s'attend à des baisses de débit. Le mouvement de grève devrait reprendre d'ailleurs
d'ailleurs dans les raffineries à partir du 6 février. Dans 2 semaines, reste à voir quelles seront les perturbations éventuelles à la pompe. Enfin, mouvement de grève aussi dans les centrales nucléaires, même si là encore, elles devraient réussir à s'organiser pour éviter les baisses de débit. Côté électricité quand même, la CGT joue un peu au Père Noël, parle d'actions ciblées sur les compteurs pour réduire la facture de certains, par exemple la facture des boulangers. Il est 10h57, vous êtes sur Sud Radio, vous ne ratez rien à l'actualité, c'est du débat, ce sont des infos. Le débat, c'est 11h midi. Dans un instant, est-ce qu'il faut organiser un référendum? Faut-il organiser un référendum sur la réforme des retraites? Vous avez votre avis? Allez-y, mêlez-vous au débat. 0826 300 300. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h03. Merci d'être avec nous. Vous le savez, tous les jours entre 11h et midi, débat autour de sujets d'actualité, sujets majeurs de l'actualité. Et ce matin, il en est un, évidemment, qui fait réagir de nombreuses personnes. D'ailleurs, vous êtes invités à réagir 0826 300 300. Il s'agit de la réforme des retraites et de ces propositions de motions référendaires, plus que des propositions d'ailleurs, déposées par plusieurs groupes politiques. Motion référendum, un référendaire pourquoi? Pour l'organisation d'un référendum sur la réforme des retraites. Alors je vous pose la question, vous avez votre avis sur la question? 0826 300 300, faut-il organiser un référendum sur la réforme des retraites? Pour débattre, nous avons autour de la table 3 invités par ordre alphabétique. Éric Alauzet, qui est député Renaissance du Doubs. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Jean-Christophe Gallien, qui est politologue, conseiller en communication. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Et bien. Sébastien Rome, député La France Insoumise de l'Hérault. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là tous les trois. Alors, regardons l'actualité. Après, je reviendrai quand même, je vous poserai 2-3 questions sur tous ces amendements, parce que je sais que ça phosphore grave dans la majorité sur les amendements autour de cette réforme des retraites. Il y a beaucoup de commissions, beaucoup de députés qui veulent déposer des amendements. Ça tangue un peu. Tiens, vous êtes député Renaissance, ça tangue un peu dans la majorité, là, non? Franchement. Non, je pense qu'il y a une volonté. Il y a une volonté. Non, vous n'attendiez pas ce que je dise autre chose. Oui. non, mais c'est un sujet tellement énorme, immense, que c'est bien normal qu'on cherche tous encore à améliorer la loi. Elle a déjà été dans le texte initial du gouvernement. Les députés ont déjà, de la majorité, pas seulement, ont déjà beaucoup influencé. Donc on va continuer à le faire, parce qu'il y a tellement d'éléments dans cette réforme. D'ailleurs, ce sera un des sujets pour éclairer votre question sur le référendum. Il y a tellement de facettes à ce projet de loi, sur la pénibilité, sur les carrières longues, sur les femmes, etc., que ça demande encore d'aller dans le détail, vraiment dans le détail. J'espère qu'on pourra le faire pendant toute cette période-là. Donc on amende. Mais je peux vous dire que globalement, la majorité, dans ses diverses composantes, est quand même soudée sur ce sujet. Il n'y a pas de doute là-dessus. Soudée, mais il y a quand même des députés de la majorité qui disent, en l'état, nous ne voterons pas le texte. Oui, quelques-uns. Oui, mais on a eu l'occasion de discuter. Quelques-uns à Renaissance, quelques-uns à Horizon. Parce qu'ils ils essayent, comme nous tous, de faire évoluer le texte avec des prises de position peut-être un peu plus radicales. Tiens, je vais vous soumettre 2 choses. Plusieurs députés de la majorité préparent donc ces amendements. Certains souhaitent supprimer l'âge légal de départ pour ne conserver que la durée de cotisation. Vous avez vu ça? C'est pas 43 ans. Oui, alors là, je ne sais pas qui a proposé. Dans la majorité? Oui, dans la majorité. C'est juste pas possible. Le député Favnec, qui est Horizon, et l'arseneur qui est apparenté Horizon. Donc si on fait ça, on abandonne, on renonce à l'équilibre des régimes de retraite. Aucun pays n'a pu se contenter d'une durée de cotisation. Et il y a une autre proposition autour du petit groupe de Barbara Pompili, qui est aussi membre de la majorité, En Commun, je crois. Le petit groupe s'appelle En Commun. C'est une taxation des dividendes afin de chercher des financements. Autant on pourrait réfléchir à des cotisations supplémentaires des gens les plus riches, parce qu'on est dans un système de retraite favorable à titre personnel. C'est-à-dire qu'on... Cotisation retraite, je dis bien, attention, parce que là on est sur du capital, c'est plus pareil. Et si on part sur du capital, on met à bas tout ce qui fonde le régime de retraite par répartition depuis la dernière guerre. Donc ça, c'est totalement à côté du sujet. Faire contribuer des cotisations sociales, pourquoi pas? Aller chercher sur le capital, ces cotisations on va vers la capitalisation des retraites. Les retraités les plus riches? Par exemple.
Par exemple, moi, c'est tout à fait personnel ce que je vous dis. Oui, non, mais c'est pour vous faire la différence entre ce qui est de l'ordre des cotisations, et le système est fondé sur les cotisations salariales et patronales, à la différence de ce qui est d'aller chercher des recettes de la capitalisation qui mettent complètement à bas le système de retraite. Bien. Alors, vous avez constaté, vous êtes politologue, ensuite nous allons rentrer dans le référendum. Vous avez constaté que ça tangue un peu dans la majorité, Jean-Christophe Gallien. C'est un matériau composite, la majorité. Oui. Présidentielle relative, parce qu'il faut rappeler qu'elle est relative. C'est un matériau composite comme l'écosystème d'Emmanuel Macron. On a des gens qui viennent de la gauche, il y a des gens qui viennent de la droite, et il y en a qui sont du centre. On voit bien qu'il y a forcément, sur cette question de la réforme des retraites, mais comme d'autres sujets qui sont presque des sujets de société, et pas simplement de chiffres ou d'économie, on voit bien qu'il y a des divergences qui existent très concrètement. Et elles vont devoir, parce que là on a un moment du choix, le président de la République a jeté un pavé dans la mare politique. En gros, c'est obliger tout le monde à faire des choix et se positionner. Il y a des chiffres, 64, 65 ans, il y a des comptes, vous l'avez dit, l'équilibre ou pas l'équilibre, capitalisation, ainsi de suite. Donc là, mais c'est pour dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de manière obligatoire, on a des comportements et des positions qui sont différentes. D'autant plus qu'on a bien vu depuis la rentrée parlementaire de septembre qu'il y a une forme d'affranchissement. C'est-à-dire que la discipline et l'autorité, j'allais dire présidentielle, je dirais même pas l'autorité gouvernementale, est beaucoup moins importante qu'auparavant. On a vu ça et là, la chef du groupe, la présidente de l'Assemblée nationale et d'autres personnalités qui sont à l'Assemblée, je parle même pas de celles et ceux qui sont autour, prendre des positions qui sont pas tout à fait en ligne. On a oublié la verticalité. On a une majorité relative, quelque part ça donne une forme de liberté supplémentaire, et surtout Emmanuel Macron est dans son deuxième mandat. Donc c'est quelque chose qui change. Oui, mais alors tout le monde, puisqu'on parle de politique, tout le monde tape sur la majorité relative, au moins ça ouvre des débats. Je trouve la majorité relative, ça ouvre des débats qui pourraient être, à vous messieurs, vous êtes à l'Assemblée, à vous de nourrir le débat et de le rendre intéressant et constructif pour les citoyens. Vous êtes là pour ça, vous députés. Absolument. Alors, le référendum. Motion référendaire, il faut bien expliquer, parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Motion référendaire, déposée par l'ANUPS. Vous dites NUPES ou NUPS? Ça dépend des moments. Ça dépend des moments, d'accord. Bon, NUPES. La NUPES, on entend le S. Bon, NUPES, déposée aussi par le Rassemblement national. Il y a 2 motions référendaires qui ont été déposées. Bon, vous l'avez déposée avant, je crois. Oui, absolument. Donc elle est prioritaire, quoi. Donc c'est la première à passer, effectivement. C'est la première à passer. Oui, exactement. Bon. Le RN dit on est prêt à la voter. Vous acceptez les voix du RN? On ne les accepte pas. Le RN se décide, comme c'est le cas depuis le début de cette législature, sur les textes, comme nous le faisons, comme les députés de Renaissance le font. Parfois, on vote ensemble, parfois, on vote souvent même contre les propositions qui sont faites, très souvent, effectivement, mais pas tout le temps. Il y a des moments où on a bien des accords. Moi, j'ai des textes d'ailleurs que j'ai défendus, qu'on a défendus en commun, donc il n'y a pas de souci sur ça. Eh bien, voilà, il y a une proposition qui va être faite de motion référendaire, eh bien, chaque député, même des députés de Renaissance, peuvent être amenés à la voter parce qu'ils peuvent estimer que le débat n'est pas suffisant. Et d'ailleurs, c'est ce que vous avez commencé par ça, en disant que vous allez faire des amendements, et donc en fait que le débat a à peine commencé sur les retraites, puisque finalement, c'est améliorable, vous avez dit. Donc à partir de là... Ça fait 30 ans qu'on est en débat, quand même. Ah mais je sais pas, mais apparemment le texte n'était pas terminé. Le texte qui a été proposé n'est pas terminé puisque vous allez l'amender. C'est ce que vous avez dit. Donc ce qui veut dire que tous les textes parlementaires, le Parlement est toujours amendé. Ça veut dire que le débat en France, l'opinion publique n'est pas encore totalement informée de ce qui se passe. Et donc un référendum, ça peut être l'occasion justement d'ouvrir ce débat très largement, parce que c'est un débat central, je crois, pour ces 5 ans qui viennent. Vous défendez l'idée du référendum. J'imagine bien qu'Éric Alauzet est contre cette idée de référendum. Vous allez nous dire pourquoi, mais je voudrais quand même qu'on explique ensemble ce qu'est une motion référendaire. Parce que c'est très compliqué, la motion référendaire. C'est-à-dire qu'en France, avant d'organiser un référendum, il faut passer de multiples étapes. Alors, la motion référendaire... Pour essayer de le faire très simplement, il faut qu'elle soit elle est déposée, finalement, par un groupe. Elle doit être votée à l'Assemblée nationale.
Donc une majorité de députés. Ensuite, elle s'en va, elle voyage vers le Sénat, lequel Sénat doit la voter, là aussi, pour qu'elle ait une majorité. Et ensuite, elle est amenée sur le bureau du président de la République, qui lui décide, ou décide pas d'ailleurs, de lancer un référendum. Donc en réalité, il y a 3 étapes qui sont quand même des étapes extrêmement difficiles lorsqu'on vient de l'opposition, qui reste une opposition, alors certes majoritaire si on la compte dans sa totalité, mais elle est minoritaire dans celle qui est proposée aujourd'hui. Donc je veux dire que c'est peut-être un peu hypocrite quand même de déposer une motion référendaire, dans la mesure où vous savez très très bien qu'elle n'a aucune chance d'aller au bout. Alors, donc vous dites, regardez-nous, on défend le référendum et tout, mais bon, on sait très bien que ça n'ira pas au bout, quoi. Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain parce que on nous expliquait il y a quelques jours, quelques semaines, que il y avait une majorité qui avait été trouvée avec les députés de droite. Et puis finalement, on se rend compte, ce qu'on a appris ces derniers jours, que c'était pas forcément le cas. Le débat est en train de bouger. Effectivement, rien n'est stabilisé dans la majorité. Moi, un député donc Renaissance qui est dans mon département, Patrick Vignal, il est très en pointe. Voilà, il est très en pointe sur l'opposition qu'il a en ce moment. Sur la réforme des retraites, ce qui veut dire que le débat doit être ouvert. Et cette question de référendum, c'est une manière de réouvrir le débat dans le pays, de donner le temps du débat. Alors, est-ce qu'elle va passer ? Bien, en tout cas, on va la défendre. Je crois que le contact humain est le véhicule le principal, essentiel de la démocratie. C'est Jacques Chirac qui disait ça. Donc, on a nécessité d'aller au contact des personnes. Et moi, j'invite Éric Alauzet de participer à des débats pour défendre sa réforme des retraites. Et puis, on pourrait avoir ces débats-là ensemble au sein de la population. Référendum. On sait que c'est donc très difficile d'organiser un référendum. Vous êtes contre un référendum. Dites-nous pourquoi, Éric Alauzet. Moi, je suis attaché, bien sûr, à la démocratie participative. C'est ça. Oui. Mais je suis aussi attaché à la démocratie représentative. Et cette fois-ci, on a quand même une assemblée totalement inédite. Vous m'auriez posé la question lors des précédentes assemblées où il y avait des majorités absolues, les 2 blocs qui s'opposaient. J'aurais peut-être regardé un peu différemment les choses. Mais là, on s'est tous réjouis que les Français, alors ils n'ont pas fait les calculs, mais ça aboutit finalement à une assemblée qui est quasiment, c'est comme si elle avait été à la proportionnelle, quasiment. Puisque tous les groupes, ce n'est pas une proportionnelle, mais le résultat est très proche. C'est un peu hasard, mais n'empêche que aujourd'hui, l'Assemblée nationale est très représentative du peuple français. Donc quand on est attaché à la démocratie représentative et quand on a une assemblée qui est très représentative du peuple français, on a le lieu idéal pour débattre du sujet. Mais pourquoi limiter les débats alors ? Je donne un dernier argument. Je ne vais pas être très long. Allez-y. C'est qu'on est vraiment, plus que sur n'importe quel autre sujet, sur un sujet d'intérêt général. Au point qu'il est même intergénérationnel. Tout le monde a compris que les cotisants d'aujourd'hui... On va vous dire, si le sujet d'intérêt général, pourquoi ne pas organiser un référendum ? Il est particulièrement d'intérêt général face à des cas, à une multiplicité de cas particuliers. Tout le monde est en train de regarder quelles conséquences pour moi. Donc on a ce sujet d'intérêt général et multiplicité d'intérêts particuliers qui, vous le savez bien, ne fait pas l'intérêt général. Jean-Jacques, vous le disiez tout à l'heure très justement, c'est la majorité relative qui permet cette initiative. Et elle la lance, et c'est quoi l'objectif ? Il y en a 2 de mon point de vue. Il y a d'abord, effectivement, il y a une bataille de rue, rue citoyenne. C'est là où aujourd'hui il y a des forces qui se mettent en place pour tenter d'interrompre le processus et de lutter contre ça. Puis il y a une bataille législative, là où le gouvernement a souhaité opposer l'objet politique. Cet objet politique, il est toujours posé au Parlement. Et il utilise, c'est pour ça qu'il y a une réaction aussi plus forte, il utilise un véhicule législatif qui est un peu particulier. C'est-à-dire qu'en gros, une procédure, on va dire, pour là aussi rester très simple, un peu accélérée, un peu rapide, qui permet, autour d'un projet de loi de rectificative de la sécurité sociale, d'accélérer le processus. Ce qui veut dire qu'il y a une réaction obligée. On fait un pont de point de vue de ceux qui veulent le référendum, un pont entre la rue et le Parlement pour mettre une pression supplémentaire sur le gouvernement et sur le président de la République et donc sur le Parlement. Et ce pont-là, il va durer le temps, effectivement, de la procédure, oui ou non, à cette motion. Sébastien Rome, je vais vous donner la parole, mais vous savez, j'aime bien poser les questions qui fâchent. C'est pour ça que je parlais d'hypocrisie, parce que tout le monde sait bien qu'il n'y aura pas de référendum. Mais bon, le référendum, c'est soit peut-être que dans la rue, c'est une forme de référendum, c'est pour ça. Bon, mais puisque vous parliez de véhicules législatifs, d'utilisation de la Constitution, de la loi,
pour faire voter un texte. Eh bien, on connaissait et on connaît tous l'article 49.3. Même si les débats autour du 49.3, je suis pas certain que ça passionne forcément tous nos concitoyens. Cette réforme des retraites est l'occasion de découvrir un autre article, l'article 47.1. Une procédure qui pourrait fortement accélérer la procédure d'adoption au Parlement. Félix Mathieu. Oui, à l'origine, cet article 47.1, créé en 96, ne s'applique qu'au projet de loi de financement de la sécurité sociale. C'était l'idée d'assurer que le budget puisse être adopté à temps avant le 1er janvier. Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans un délai de 20 jours, après le dépôt d'un projet de loi, le gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de 15 jours au terme de cet article. Au total, les deux chambres ont donc un délai de 50 jours pour se mettre d'accord pour adopter le projet de loi. Au-delà de ce délai, les dispositions du projet peuvent être mises en œuvre par ordonnance. Cet article 47.1 n'a jamais été utilisé jusqu'ici, mais il permettrait au gouvernement de contourner l'obstruction, les milliers d'amendements des oppositions qui, forcément, y verraient un scandale, un 49.3 déguisé, mais sans la possibilité de déposer des motions de censure contre le gouvernement. Cet article 47.1 a été prévu pour adopter le budget de la Sécu à temps. Or, ici, on ne parle pas du budget lui-même, mais bien d'une réforme des retraites présentée sous la forme d'un budget d'une loi rectificative de ce budget de la Sécu. Reste donc à voir si ça serait bien constitutionnel de l'utiliser, le 47.1, dans ce cas-là. Voilà, je pense qu'on a tout expliqué. Nous allons observer une petite pause. Il est déjà 11h19 et nous allons revenir sur ce qui vient d'être dit. Le 47.1, est-ce que le gouvernement a l'intention de limiter le temps du débat? Est-ce la raison pour laquelle les oppositions veulent déposer un référendum? Le débat est engagé. Vous avez votre avis sur la question. Vous n'hésitez pas, vous appelez le 0826 300 300. Il est 11h19. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, 11h22. Je vois que Laurent a envie d'intervenir dans le débat. Comme nos auditeurs sont prioritaires ici, vous le savez, 0826 300 300, j'y tiens absolument. Eh bien, je prends Laurent, qui est à Bergerac, en Dordogne. Bonjour Laurent. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à vos invités. Alors allez-y, c'est passionnant Laurent, c'est passionnant. Alors, c'est passionnant, donc je vais donc préciser aussi, donc je suis chef d'entreprise et en même temps je suis donc adhérent de Renaissance. Oui. Donc voilà, moi je suis... Vous avez l'honnêteté de le préciser. J'ai l'honnêteté de le préciser et en même temps j'ai l'honnêteté de dire qu'il ne faut pas de référendum. Pourquoi ? Parce que on hérite donc par rapport à cette loi retraite de ce qui a été fait au temps Mitterrand. Je ne sais pas si vous allez vous rappeler, Jean-Jacques, la retraite était à 65 ans au temps de François Mitterrand. Il a fait un cadeau, c'est de la passer à 60 ans. Oui. Mais à cette époque, le cadeau a été fait parce qu'on avait un taux de chômage qui était important. Et on a dit, dans ces cas-là, on va essayer de mettre les seniors à la retraite plus tôt, de façon à baisser ce pourcentage de Pôle emploi. Qui n'a pas fonctionné, parce que derrière, ça n'a pas fonctionné. Après, on a eu donc d'autres facteurs qui sont arrivés, les 35 heures, tout ça. Aujourd'hui, on hérite d'un problème. Parce que tout le monde est en train de se battre à l'heure actuelle, que ça soit de gauche, que ça soit de droite, que ça soit donc le Rassemblement national. Mais il ne faut pas oublier, messieurs, qu'au fond de nous, on sait très bien qu'il faut mettre en place cette réforme. Elle m'embête moi aussi, en tant que chef d'entreprise, elle m'embête. Moi, j'ai commencé à travailler donc tardivement aussi. Si je ramène tout ça avec mes trimestres, tout ça, je vais partir à la retraite à 67 ans, voire même 70. Ce qui ne va pas m'empêcher, et certes, parce que derrière, je roule et je vois du monde. Oui, mais Laurent, je vous interromps. C'est vrai que vous allez partir tard. Évidemment que vous allez partir tard. Mais vous avez un métier qui vous permet de partir tard. Comprenez ce que je veux dire. Vous ne subissez pas une très forte pénibilité, même si vous avez des soucis, peut-être du risque de burn-out. D'ailleurs, c'est pas pris en compte le burn-out dans la pénibilité, ce que personnellement je regrette, parce que c'est une maladie professionnelle aussi. Oui, moi aussi, Laurent. Je regrette. Je suis avec aussi des gens qui sont sur les chantiers aujourd'hui. Je sais très bien que ces gens-là souffrent aussi. Alors, il faut adapter. Certes que
la réforme, il faut qu'on regarde à la marge ce qu'on peut faire pour satisfaire tout le monde. Mais on ne pourra pas à un moment donné satisfaire tout le monde. Et je pense qu'on n'est au début de cette réforme, et il y en aura d'autres, Jean-Jacques, avant que moi je prenne ma retraite, on aura d'autres réformes. De toute façon, il faut qu'on regarde à la marge les pénibilités de chaque métier et qu'on apporte des modifications. Ça ne sert à rien de faire des amendements à tire-larigot, parce que là j'entends donc la NUPES qui va en déposer pas mal. Enfin, au bout d'un moment, est-ce qu'on avance à l'Assemblée nationale? Mais nos députés... Les amendements, Laurent, sont faits pour faire avancer les textes quand même, pour enrichir les textes. Enfin, non, je pense... Il y a certains amendements... Chacun défend son amendement en fonction de son positionnement politique aussi, c'est normal, non? Oui, mais Jean-Jacques, on sait très bien que certains amendements sont là pour faire chier. Je dis le mot très clair, ils sont là pour faire chier. Mais ça, c'est arrivé depuis que le Parlement existe, hein. Que la Constitution de 58 a été écrite. On n'est pas surpris, Jean-Jacques, de cette réforme doit arriver. Enfin, elle était dans le programme de Macron, de M. Macron. Donc aujourd'hui, on doit mettre en place les choses. Et je pense qu'il faut qu'on regarde les différents points et que à la marge, on met quelque chose pour satisfaire tout le monde. Enfin, on va bloquer un pays bientôt à cause d'une loi retraite. Et à l'heure actuelle, on recherche que du monde partout pour travailler. Je pense qu'il y a un petit problème. Ah, ça, l'emploi, c'est c'est vrai que c'est inhérent à toutes les réformes aujourd'hui du travail social. Bien, Laurent, merci d'être intervenu. Bon, vous continuez 0826 300 300 référendum, oui ou non sur la réforme des retraites. Je le disais, est-ce qu'il ne s'agit pas, Eric Alauzet, d'ailleurs, je vais donner la parole d'abord à Sébastien Rome, vous répondre à Sébastien Rome, est-ce qu'il ne s'agit pas pour le gouvernement et pour vous de montrer du doigt le gouvernement qui veut finalement un temps de débat limité? Oui, je pense que c'est exactement ça. Il faut faire... Si la question démocratique arrive aussitôt dans le débat, il faut se souvenir que sur les Gilets jaunes, on part d'une question de prix et on arrive à la question démocratique. Et là, on se retrouve finalement dans une situation un peu similaire où d'abord on débat des retraites et finalement avec, ça a été très bien exposé, le 47.1 en fait qui est là pour passer vite le budget de la sécurité sociale en fin d'année. Là on est en début d'année, donc on a largement le temps de débattre de cette réforme-là en voulant réduire le temps de discussion au sein de l'Assemblée, eh bien, nécessairement, ça ouvre la question référendaire. Parce que c'est la question démocratique. Est-ce qu'on peut passer une réforme aussi importante dans si peu de temps? Alors, la question des amendements est extrêmement importante. Pourquoi? Eh bien, dans le passé, nos groupes ont fait énormément d'amendements. Parce que le débat, il est à l'Assemblée nationale, mais il doit être dans le pays. On est une démocratie, la démocratie, elle doit garder le débat des amendements ouvert. Qui n'avaient aucun sens quand même. Parfois ça des arrive, demandes, oui, parfois c'est arrivé. C'est pas le choix. Un mot changé. Voilà, c'est pas le choix qu'on a fait là, mais ce choix-là, il a été fait aussi il y a quelques semaines. De tous les côtés. Voilà, il a été fait il y a quelques semaines par Renaissance. Donc voilà, c'est un moment qu'on peut avoir pour faire le débat dans le pays. Et on le voit bien, votre auditeur l'a dit, il y a encore du débat à avoir. Parce que je ne suis pas forcément d'accord, et il y a bien des Français qui ne sont pas d'accord. Moi, j'ai rencontré des commerçants qui ont tiré le rideau le 19 pour aller manifester. Parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas à travailler 2 ans de plus, qu'ils ont déjà travaillé, qu'ils ont déjà fait extrêmement beaucoup d'efforts, et donc ils ne comprennent pas pourquoi cette réforme arrive là. Donc le débat, il doit être posé. Alors, vous essayez d'enjamber le débat parlementaire avec l'utilisation du 47.1 ? Je conteste cette idée qu'on raccourcirait le débat. 20 jours, jamais, aucune des réformes précédentes dans les 30 dernières années n'ont été débattues aussi longtemps qu'elles le seraient si on réfléchit pendant 20 jours dans l'Assemblée nationale. Donc je conteste totalement l'idée que ce serait escamoté. Est-ce que si ça dure 3 mois, 6 mois, c'est mieux? Alors que ça fait 30 ans qu'on sait qu'il faut réformer les régimes de retraite, qu'on l'a fait petitement ici et là. Donc il y a un déni absolu de la situation d'impasse dans laquelle se trouve notre société. Donc le problème, il est identifié par tous les Français. Quant à la visibilité, est-ce qu'un référendum va donner plus de visibilité? Je pense qu'il n'y a plus aucun Français aujourd'hui, grâce à vous, grâce à l'ensemble des médias, qui ignore
de quoi nous sommes en train de parler ces jours-ci et dans les semaines à venir. Donc la visibilité, on l'a absolument, y compris avec le débat parlementaire. Tous les jours, vous allez consacrer tous des heures sur vos antennes, et c'est bien normal, à ce sujet important. Voilà, donc il n'est pas escamoté du tout, 20 jours, presque autant au Sénat ensuite. C'est peu. Mais par rapport à 2019, non, les données sont bien connues. Les données sont bien connues. Ça fait 30 ans qu'on pose les problèmes. On connaît l'espérance de vie. On connaît la baisse des recettes. Et il y a déjà eu des réformes. On connaît tout ça. On connaît les inégalités. On connaît les inégalités aujourd'hui qui sont l'héritage de notre système. Avec les femmes. Mais avec tout le monde. Et là, vous aggravez la situation. On l'améliore la situation. Vous n'avez pas lu l'étude d'impact? J'ai lu l'étude d'impact aussi bien que vous. Vous prenez juste un petit point. Il y en a plein d'autres. Le fait que ce sont les femmes plus que les hommes qui vont bénéficier du départ avec une retraite minimale, 60% de femmes pour 40% d'hommes, 25% des femmes vont bénéficier, 25% des femmes vont bénéficier de ce dispositif, la prise en compte des congés parentaux, la prise en compte des aidants familiaux. Ils sont annulés. Ce sont souvent les congés parentaux sont annulés. Ce sont des améliorations. De 2 ans. Donc les trimestres sont annulés. Dire que les systèmes est injuste. Des amendements déposés sur les congés parentaux. Non, mais il faut prendre en compte. Donc on l'améliore, c'est pas parfait évidemment, mais nous verrons. Mais 20 jours, ça fait court. Jean-Christophe Galien, pour résumer ce qui vient d'être dit de nos deux députés. On a un combat qui est un combat politique. C'est ça qui est quand même l'essentiel de l'affaire. On parle beaucoup de chiffres, de macroéconomie, de micro, quand on s'intéresse aux individus dans leur carrière personnalisée. Et puis de l'autre côté, on a aussi des grands chiffres. En réalité, on est sur un combat politique. On voit bien qu'ici, et c'est le choix du président de la République, véritablement. Il y a une obsession qui est celle du projet des retraites. Alors si on est d'un côté et de l'autre, on oublie. La base de cette affaire, c'est quoi? 350 milliards par an, les retraites. En fait, en réalité, les cotisations par la répartition, c'est 140 milliards. Donc de toute manière, la réalité du financement du régime des retraites en France, c'est d'autres ressources. En gros, l'effort que nous tous on fait, l'impôt, les subventions, ainsi de suite. C'est ça la base du système. Donc aujourd'hui, la vraie question, et d'ailleurs c'est assez étonnant que le président de la République, qui pourtant l'a répété 17 fois, vous savez, de ses vœux qui étaient un peu lunaires, on a parlé de ses vœux qui étaient un peu incompréhensibles. Il a dit 17 fois, travailler, travail, travail. La réalité de ce projet, en réalité, il est sur l'idée de quoi ? Qu'est-ce qu'on a besoin pour faire un régime de retraite qui fonctionne bien? Du travail, vous l'avez dit tout à l'heure. Et du travail de qualité. C'est pas travailler plus seulement, c'est travailler mieux. Aujourd'hui, une des vraies questions sur lesquelles ce gouvernement d'ailleurs devrait être en pointe, c'est la qualité du travail. Si vous ne travaillez pas, et regardez les carrières, on parle de filières. Aujourd'hui, c'est quoi une carrière de quelqu'un dans le privé? Je ne parle pas du public, dans le privé, pas ceux qui sont dans la rue aujourd'hui, ceux qui ne peuvent pas ou qui font grève par procuration en réalité pour certains et d'autres qui s'opposent au projet différemment ou qui l'acceptent. C'est quoi? C'est un CDI, puis du chômage, puis du CDD, puis un changement de secteur de travail, parfois à l'étranger, ainsi de suite, et devient chef d'entreprise. Comme votre... Bon, écoutez, ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus traiter par ces branches macroéconomiques la réalité d'un parcours dans le privé. Donc celles et ceux qui sont dans la rue aujourd'hui, qui travaillent contre ce sujet, en fait, ils ont la plus grande sécurité. C'est là-dessus que vous travaillez. C'est difficile, c'est donc un choix politique et de société. Alors c'est très intéressant. Juste après la pub, mais c'est très intéressant. Je résume très très vite. Le travail. Le mot est lancé. C'est un débat autour des retraites, mais en fait, c'est aussi un débat autour du travail. Et malheureusement, que ce soit dans la majorité ou que ce soit dans l'opposition, autour du travail, on a des avis bien différents. Dans l'opposition, on a des avis différents autour du travail. Dans la majorité aussi, on a des avis différents. Donc c'est très intéressant, vous avez raison, vous avez bien posé le problème. On va débattre de cela. 11h33 tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. C'est difficile qu'aujourd'hui. Il est 11h36. 11h36. Merci d'être avec nous. Nous avons pour débattre Sébastien Rome, député La France Insoumise de l'Hérault, Éric Alauzet, qui est député Renaissance du Doubs, et Jean-Christophe Galien, qui est politologue et conseiller en communication. Alors, vous vouliez, Sébastien Rome, vous exprimer sur la suite. On parlait à la fois de la réforme des retraites, mais aussi derrière la réforme des retraites, l'organisation du travail. C'est aussi cela. Eh bien, le corps qui est l'organisme qui est là pour étudier en fait les différents scénarios des retraites a dit que les dépenses étaient maîtrisées, même dans le scénario le plus pessimiste qui a été choisi par le gouvernement et en fait qui est pessimiste parce qu'il prévoit que le nombre de fonctionnaires baissera dans les années à venir, c'est-à-dire qu'on aura moins d'enseignants, moins d'infirmières, moins de policiers. Oui, c'est le scénario qui a été choisi, donc moins de rentrées de cotisations. Je comprends. Et la question... Et ça veut dire quoi, moins de rentrées? Vous savez
savez qu'il y a un autre sujet sur lequel on ne débat pas, c'est le montant des pensions. Le montant des pensions des retraités baisse régulièrement. Je reviens sur la question du travail. C'est l'une des questions de base aussi, parce que c'est bien beau la durée du travail, mais que touche-t-on quand on est à la retraite? Ça me permet aussi de quand même de dire ça, de revenir sur la question du travail dont on parlait juste avant. Alors, ce qui veut dire que parmi les solutions que l'on peut avoir, puisqu'on nous dit que c'est le problème des retraites, c'est un problème d'équilibre financier. Eh bien, et de recettes. Donc ça veut dire qu'il faut augmenter les recettes. C'est-à-dire qu'il faut augmenter le nombre de personnes qui travaillent. Il faut augmenter les recettes. Il faut augmenter les salaires. Par exemple, les salaires des femmes. Ça permettrait de compenser ce déficit. Oui, mais pour augmenter les salaires, il faut travailler. Est-ce qu'il ne faut pas travailler plus pour augmenter les salaires? Ne serait-ce que d'augmenter les salaires. D'augmenter les salaires des femmes. Vous pouvez augmenter les salaires sans plus de production, sans plus de travail. Qui augmente les salaires? De faire en sorte qu'il y ait moins de recours au temps partiel. Ça permet de stabiliser ensuite les cotisations, de les augmenter et de faire en sorte que les pensions soient revalorisées. Voilà. Donc, le travail des seniors. Pourquoi on ne travaille pas sur la question du travail des seniors? Ça permettrait d'équilibrer les comptes. C'est dans la loi, ça. Et ensuite, c'est dans la loi. Avec un index. Non, je parle du cumul emploi-retraite. Je parle des départs progressifs. Ce sont deux dispositifs qui sont dans la loi. Oui, bien sûr. Je veux dire, on ne peut pas faire les choses à l'envers. Là, on nous explique qu'il nous faut trouver des équilibres financiers. Et d'abord, on ne s'occupe pas de la question du nombre d'emplois des seniors, et on nous dit de suite on repousse l'âge de la retraite. D'abord, occupons-nous de faire en sorte que les seniors travaillent, qu'on ne les mette pas en retraite et après retraite, et ensuite on verra si on est toujours à l'équilibre. Et dans 3 scénarios, on fait tout en même temps, bien sûr. 4, et si on résout ce problème-là, on n'a pas de problème de financement. Donc ce débat, il est posé. Le problème, quand même, il y a un autre paramètre, c'est qu'il y a de moins en moins d'actifs. C'est pas exact. Il y a de moins en moins d'actifs et de plus en plus de retraités. Était contre le report de l'âge de la retraite. Emmanuel Macron était contre le report de l'âge de la retraite sur cette question. Parce qu'on avait 9% de chômage. Il faut lire toutes les phrases. Et tout à l'heure, ça a été dit par notre auditeur qu'en 1980, une des raisons de la retraite à 60 ans, c'était la question du chômage. Et donc, il fallait transférer des gens du chômage à la retraite. Aujourd'hui, on est à 7%, on va vers le plein emploi. Ça change tout. Et ça change, y compris les propos du président. Mais je m'inscris en faux contre ce qui a été dit. Donc, il faut faire la réforme financière et les nouveaux droits, puisqu'il y a un tiers de ce qu'on va collecter comme argent qui va servir pour la pénibilité, pour les carrières longues, pour les femmes. Donc il y a beaucoup de progrès. Donc s'il n'y a pas de réforme, il n'y a plus de progrès. Le report de 2 ans, c'est une réforme inégalitaire. Vous avez parlé on a parlé du travail tout à l'heure. Effectivement, aujourd'hui, il y a 2 zones difficiles. On parle de plein emploi, mais quel plein emploi? C'est là où, pour le coup, on attend plus Emmanuel Macron sur ses promesses et sur l'engagement qu'il avait notamment en 2017. Le travail des jeunes. Là où on s'appauvrit le plus aujourd'hui, c'est pas dans l'espace des retraites, c'est pas avec les pensions, même si elles baissent, c'est chez les jeunes. Et je redis encore une fois, je préfère que les jeunes aujourd'hui s'inquiètent non plus davantage de l'offre éducative et du travail qui va leur proposer à la sortie de leurs études que de celui du moment des retraites. Donc c'est là où il y a aujourd'hui un vrai enjeu, le travail des jeunes. Et effectivement, à plus de 55 ans, notamment, qu'on soit les garçons ou les filles, on a des difficultés. Mais ça, c'est un choix des entreprises, françaises en particulier, parce que ça n'existe pas ailleurs en Europe. Donc on a aujourd'hui ces difficultés internes à régler. On les encourageait, les entreprises, un temps. Exactement. À sortir aussi les gens, évidemment. Voilà. Parce qu'on les payait, ça fait partie de cet effort dont on ne parle jamais. Je vous dis 140 milliards les retraites payées par nos cotisations et le reste payé par l'impôt. Et ça rentre là-dedans. 55 ans. Quelle bêtise commise depuis 30 ans. Hein. Je m'excuse, mais enfin, dans la gestion et du travail, et de la retraite, et de l'industrie. Quelle bêtise successive. Alors attendez, un auditeur qui appelle du Vigan. Ah bah ça me fait plaisir. Bonjour Michel. Oui, bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Ça va bien au Vigan? Il fait bien? Il fait bon? Il fait frais, Il fait frais, oui, mais comme partout. Aujourd'hui, un beau temps clair. Hein. Bon. Il n'y a pas de vent, quoi. Bon, il n'y a pas de vent. Michel, et il y a de la neige sur les Gouales, hein? Oui, il y a de la neige. J'avais dit qu'il y avait jusqu'à moins 20 là, de ressenti là, il y a quelques jours. Là, ah oui, d'accord, oui, moins 20 avec le vent. Alors Michel, qu'est-ce que vous êtes favorable au référendum? Dites-nous pourquoi. Écoutez, parce que moi j'ai 57 ans, donc j'ai une carrière. J'ai commencé à travailler tard parce que j'ai fait des études après le bac, donc bac plus 4, plus l'armée.
Et bon, je vois que je me suis connecté par acquis de conscience pour voir un petit peu là sur l'assurance retraite, pour voir un petit peu comment ça se passe. Oui. Et quand je vois que par rapport à mes périodes de chômage et tout ça, et tous les contrats de travail que j'ai fait, je vois que avant je devais terminer à 65 ans, maintenant c'est à 67 ans que je dois terminer pour gagner à peu près, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, par rapport à ce qu'on va gagner en termes de retraite. Bon, certainement que mon dossier n'est pas à jour, mais donc à peu près autour de 900 € de retraite par mois. Oui. À taux plein, quoi, si je vais jusqu'à 67 ans, quoi. Donc, c'est vraiment comme on dit, on est les rois du pétrole, quoi. Donc moi je dis, ce gouvernement, il marche sur la tête parce qu'il devrait. Mais Michel, il devrait mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire il devrait d'abord s'occuper de faire travailler les seniors. Et de dire aux entreprises d'embaucher les seniors de 50 ans jusqu'à 65 ans et pas dire on va vous reporter de 2 ans de plus, de 2 ans de misère de plus, puisqu'en fait ils savent très bien que les gens ils vont être au chômage ou dans des petits boulots où ils vont rien gagner du tout. Oui. Donc il faut arrêter de se moquer de la gueule du monde, quoi, entre guillemets. Hein. Alors il faut absolument que à la fois le gouvernement et puis s'attelle à ce problème et mettre les choses bien en place avant de vouloir faire réformer la retraite, quoi. Éric Alauzet, Michel, Éric Alauzet, qui est député Renaissance. Bonjour Michel. Vous répond. Oui, déjà la situation de Michel, elle est singulière et nous n'avons que des situations singulières. Donc Michel veut le référendum parce qu'il regarde les sondages et il voit que s'il y avait un référendum, probablement que la loi ne passerait pas. Donc il dit, j'ai intérêt au référendum parce que ça va améliorer ma situation. Et donc tous les Français peuvent raisonner comme ça, pourquoi pas. Mais la situation de Michel n'est pas du tout liée à la réforme. La situation à venir, elle est liée aux précédentes réformes. Si Michel, c'est pas les 64 ans, c'est pas les 64 ans qui concernent Michel. C'est pas les 64 ans, c'est l'âge limite à 67 ans. Et réforme ou pas, pardon, hein, Michel. Votre situation est telle que, je ne connais pas le détail, mais que de toute façon, qu'on fasse cette réforme ou pas, ne serait-ce qu'avec la réforme Touraine, qui a été votée en 2012 par la gauche, les socialistes, et moi-même, mais ça ne change, pour beaucoup de personnes, ça ne change rien. Vous améliorez pas les choses, vous voulez l'accélérer. Oui, mais antérieure qui explique. Ça ne change rien, mais vous êtes là aussi pour améliorer. Ça ne change rien, mais vous êtes là aussi pour améliorer le sort des gens. C'est pour ça d'ailleurs que vous êtes qu'on n'a pas repoussé les 67 ans de 2 ans comme ça avait été précédemment, pour justement les personnes comme Michel qui ont des carrières longues, qui n'aillent pas au-delà de 67 ans. Mais alors pourquoi ne pas fixer un âge? Bon, l'âge légal c'est une chose, pourquoi ne pas fixer un âge limite? C'est 67 ans l'âge limite. Et pourquoi ne pas 67 ans. Et pourquoi ne pas baisser à 66 ans? On peut tous partir à 60 ans à la retraite, il n'y a pas de souci. Mais 66 ans avec retraite pleine, avec retraite pleine, et Michel, on prendrait mieux en compte, mais on prendrait mieux en compte ces périodes. On essaie d'améliorer la situation de tout le monde, mais il faut bien aussi que les actifs payent la retraite. Et oui, et donc il faut trouver les équilibres. Donc on essaie d'améliorer au mieux la situation de chacun, mais encore une fois, la situation de Michel n'est pas liée à la réforme à venir, mais à ce qui existe déjà. Mais vous l'aggravez. Oui, en fait, mais la situation, il vient de l'exprimer. Michel, vous l'aggravez. Michel. Oui. Vous êtes là. Michel, est-ce que, par exemple, si on facilitait, je ne sais pas moi, Michel pose une autre question, c'est l'emploi des seniors. Évidemment. Hein. Michel dit qu'il faut être plus coercitif avec les entreprises. Vous n'êtes pas coercitif dans le texte aujourd'hui de réforme des retraites. Pas du tout. Puisque vous proposez simplement un index senior. Franchement, c'est une incitation donnée aux entreprises. Franchement, est-ce que ça ne vous paraît pas insuffisant? C'est sans doute insuffisant. Il faut bien commencer quelque part. Ça a été le même processus pour l'emploi des femmes. Non, mais oui, et les personnes handicapées. Ça a commencé par des index, des observations, et progressivement ça s'est durci. Voilà, donc c'est un début. Et on est loin du compte. On aura le débat là-dessus. Il y aura des amendements là-dessus, y compris de la majorité. Hein. Ça, je sais, il y aura des amendements. Donc vous verrez, le débat va éclairer la compréhension par chacun de ce que ça représente. Bon, Michel, merci dans tous les cas d'être intervenu, d'avoir fait état de votre cas particulier, où je vois que vous suivez bien à juste raison, parce que c'est votre avenir. Oui. Juste pour dire que j'étais le 19 janvier à Alès, il y avait 7000 personnes dans la rue. Oui. Et je pense que j'étais pas le seul cas particulier parce qu'il y avait des gens de partout. Donc, donc juste pour dire que nous, ce qu'on veut, c'est travailler, pouvoir travailler. Mais vous êtes prêt à travailler jusqu'à quel âge, vous, Michel?
Si on vous offrait la possibilité... J'ai pas de problème pour travailler, le tout c'est d'avoir du travail et d'avoir des contrats qui durent, quoi. Voilà. Donc Michel, vous dites, moi je peux travailler plus longtemps, mais à condition d'avoir du travail, des contrats qui durent et d'être assuré de mes revenus et de ma retraite. Eh ben, je comprends ça, Michel. Hein. Et d'être en capacité de le faire aussi. Et d'être en capacité de le faire. Mais Michel est peut-être en capacité de le faire. Vous êtes en capacité, Michel? En France, il y a deux problèmes sur le marché du travail. Il y a le problème des seniors. Il y a le problème de changer, quand on est senior, de changer de branche d'activité. D'accord. C'est deux problèmes parce que les entreprises sont très frileuses. Il y a beaucoup de discours positivistes en disant, bon, formez-vous, il y a de la formation, etc. Mais en fait, quand on a plus de 50 balais, c'est un autre discours, en fait. Et en fait, bon, il faut lire entre les lignes, donc vous recevez des réponses négatives, quoi. Voilà. Bon. Eh bien, merci, Michel, dans tous les cas, d'être intervenu. Merci. On va observer une petite pause. Vous prenez la parole et puis je voudrais quand même vous poser une question. Référendum d'accord, mais quelle question? Allez, à tout de suite, 11h48. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous n'allons pas rouvrir le débat sur les déficits ou pas. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que, et ce qu'on constatera, c'est qu'il y aura de moins en moins d'actifs pour financer les retraites. Bon, ça, il faudra trouver des solutions. Bien, mais alors, vous voulez déposer une motion référendaire. Quelle question poseriez-vous par référendum, Sébastien Rome? Déjà, je dirais une première chose, c'est qu'Emmanuel Macron nous doit un référendum. Lors du précédent quinquennat, il devait poser une question référendaire sur l'écologie. Bon, il ne l'a pas fait, donc peut-être que la question sur les retraites, ça peut être une bonne occasion, puisque visiblement c'est le centre, c'est l'épicentre même de cette mandature. Et moi j'en vois deux questions. Soit on prend la mesure phare de cette réforme qui est proposée, cette contre-réforme qui est proposée, c'est-à-dire le report de l'âge légal. On pose cette question. Oui ou non, êtes-vous favorable au report de l'âge légal? Exactement. Et ensuite, on organise la réponse, en tout cas la réponse pour l'équilibre du budget, etc., eh bien, en trouvant les rentrées, les cotisations nécessaires. Mais on pose cette question centrale. Voulez-vous partir en 62 ou 64 ans? Je pense que c'est une question capitale et c'est celle qui fait mobiliser. Et vous avez une autre question? Vous avez une autre question? Eh bien, c'est d'avoir l'ensemble du texte, comme en 2005. Le peuple français est un peuple souverain, oui ou non, intelligent. La réforme. Voilà, oui ou non la réforme, avec l'ensemble du texte, et tout le monde va regarder le texte. Quand même, les débats que nous avons eus en 2005 ont été riches et extrêmement productifs. Je veux dire, on a eu un vrai moment démocratique. Et les gens se sont saisis vraiment du texte. Et au départ, le oui était gagnant. Puis le non l'a emporté. Moi, je ne doute pas que les personnalités de la majorité iront au contact des Français et iront défendre leurs réformes. Nous, on défendra notre position et l'opinion française se prononcera. Donc, soit un texte complet, soit une question centrale. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, observateur, politologue, et Jean-Christophe Gallienne? Il y a un exemple récent, alors dans un pays qui est très habitué des référendums, on appelle ça des votations en Suisse, c'était au mois de septembre, le 25 exactement. Il y avait une question, il y avait deux questions d'ailleurs dans cette votation, c'est étonnant. D'abord, une question sur la TVA, et puis une autre question, c'était la première d'ailleurs en réalité, c'était est-ce que les femmes doivent être à la retraite à 65 ans comme les hommes? Et le référendum a donné une réponse très juste, de grande justesse. 51% des Suisses ont décidé que oui, les femmes devaient travailler jusqu'à 65 ans. Donc ce qui veut dire qu'on peut poser une question de ce type en Suisse sur le régime des retraites et poser une question très précise, 65 ou 64. Alors c'est très intéressant ce que vous dites. Les femmes vont devoir travailler jusqu'à 65 ans en Suisse. Voilà. Donc depuis le mois de septembre, très courte majorité, parce que là après on peut aussi se battre, dire combien de voix. C'est un pays où il y a très peu de chômage, on le sait. Hein. C'est un pays où les lois sociales sont plus strictes que chez nous, qu'en France, en Suisse, mais il y a beaucoup d'emplois et les gens sont bien payés, avec une économie qui fonctionne et un pays qui n'a pas évidemment l'endettement du nôtre, avec un PIB assez fort pour la population. Oui, Éric Dalloz. Je vais vous dire mes questions, s'il y en avait, parce qu'il y en a plusieurs, mais avant, souligner deux risques d'un référendum. Le premier, c'est l'instrumentalisation, par le type même de la question qui peut être posée. Vous le disiez en aparté tout à l'heure, mais je me permets de reprendre votre proposition. On peut poser la question française, souhaitez-vous que les régimes de retraite soient rééquilibrés ?
Vous voyez, on peut poser toutes sortes de questions qui peuvent aboutir à des résultats totalement certains. Le deuxième... mais imaginons qu'Emmanuel Macron pose cette question. Alors, c'est... attendez, j'ai pas fini. Chacun son tour. Ça peut être un débat autour de... Premier risque. L'équilibre ou pas. Deuxième risque, on n'est pas en Suisse et on va tout mélanger. On va dire, oui, mais Macron, c'est aussi à cause de lui que je paye plus cher mon essence. On va tout mettre dedans et ça va être une... C'est le risque de référendum. Ça va être une confusion, mais alors d'une confusion absolue. Alors maintenant, si on pose des questions, moi j'ai envie de demander aux Français s'ils veulent ou pas qu'on mette un revenu minimal à 1 200 € brut pour tous les Français. J'ai envie de leur poser la question de savoir s'ils veulent qu'on avance sur les sorties progressives, le cumul emploi-retraite, etc. Moi j'ai au moins 20 ou 30 questions à leur poser. Voilà. Et après, comment on fait la synthèse? Moi, je pose 20 questions. Ça, pour vous, c'est la limite du référendum. Voilà. Non mais je pense qu'il on a un objet politique, c'est le maximum de l'objet politique. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une conséquence politique très favorable pour vous, mais Emmanuel Macron, il peut aussi s'en saisir et faire un spin inversé, comme on dit, c'est-à-dire se retrouver avec un objet qui va le favoriser. Du référendum pour ou contre Macron, parce que c'est ça en fait la réalité. On aura un référendum pour ou contre la réforme de la retraite. C'est pour ou contre Macron. Non, je ne suis pas certain. Quand je vois la mobilisation, quand je vois la mobilisation qu'il y a eu, c'était la première journée aussi forte, c'est que c'est bien la question des retraites qui est posée. C'est pas la question pour Macron. Et moi, je trouve que l'argument qui est posé en disant on est pour les référendums, mais c'est jamais le bon moment, c'est jamais la bonne question, et puis on pourrait poser. En fait. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il ne faut jamais avoir recours au référendum et finalement, il faut le supprimer de la Constitution. C'est votre interprétation. Certains d'entre vous, je ne dis pas vous, mais certains d'entre vous ont posé à LFI la question de la légitimité d'Emmanuel Macron, quand même. C'est arrivé. La question, elle est savoir donc là, si... c'est une façon de poser les choses, de mettre les choses sur le tapis, de faire banco, quoi. Jusqu'au bout. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que il y a eu une élection d'Emmanuel Macron. On sait, et il a dit au lendemain de l'élection qu'il sait très bien qu'il a été élu aussi contre Marine Le Pen. Le résultat, ça a bien été... pour contre les raisons, chacun a ses raisons pour voter. Mais il a été élu. Oui, mais aux législatives, on a bien vu le résultat. Donc ça veut dire que les choses ne sont pas aussi claires que ça. Et quand ce n'est pas aussi clair... le peuple peut être amené à trancher à nouveau les questions parce qu'il y a des confusions et il y a des confusions au sein de la majorité même. Donc, retourner devant les Français, c'est pas une mauvaise chose. Bien, merci à tous les trois. Merci à vous d'avoir nourri ce débat qui était passionnant. 11h58, vous êtes sur Sud Radio. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h07. Nous allons aborder un sujet maintenant qui, pour beaucoup, sera un sujet découverte. Chat GPT. Est-ce que vous avez entendu parler de Chat GPT? Je sais que de plus en plus de personnes en ont entendu parler sans savoir exactement ce que c'était, ce que ça représentait. Il s'agit d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qui est en train d'envahir, non pas nos esprits, mais d'envahir notre univers, notre environnement. L'intelligence artificielle, les dangers, la fascination pour certains, ces robots, et notamment ces robots conversationnel. ChatGPT, c'est ça, c'est un robot conversationnel avec lancé par une start-up californienne, ChatGPT. Alors, on va voir quelles sont les limites, s'il y a des dangers, l'utilisation, enfin, etc., etc. On va tout savoir parce que j'ai envie de tout découvrir. Vous aussi, vous n'en savez pas plus que moi. Donc, nous allons avoir avec nous un spécialiste de la question parce que apprendre, c'est quand même bien. Ça fait du bien d'apprendre. Hein. Et dans un instant, je vais recevoir Olivier Lascar, qui est rédacteur en chef du pôle digital de Sciences et Avenir. Il sait tout sur ChatGPT. Il va nous expliquer, tout nous expliquer. À tout de suite, 12h09. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Promis, nous allons découvrir ChatGPT. Alors, je dis ça, beaucoup connaissent, mais beaucoup ne connaissent pas. Moi, je connais très peu ChatGPT. Il va falloir que l'on s'informe. Et là, pour s'informer, nous avons Olivier Lascar avec nous, qui est rédacteur en chef du pôle digital de Sciences et Avenir, la recherche. Sciences et Avenir, la recherche. Hein. C'est un mensuel. Vous dirigez le site web de ce mensuel. C'est un site web où vous avez des informations au quotidien que vous donnez. Bonjour
Bonjour d'abord Olivier Lascar. Bonjour. Merci de nous aider. Hein. Merci de m'avoir invité. Ça nous fait du bien. ChatGPT, ça fait la une de beaucoup de quotidiens aujourd'hui. Hein. Vraiment, on ne parle. Beaucoup de jeunes parlent de ChatGPT. Alors, qu'est-ce que ChatGPT? C'est un site internet. C'est aussi un site internet. En tout cas, c'est le site internet de l'organisation américaine qui a développé ce programme d'intelligence artificielle. Voilà. C'est un programme d'intelligence artificielle, au départ. Il faut bien comprendre. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle, au passage? Alors, l'intelligence artificielle, c'est une façon de programmer des ordinateurs pour qu'ils puissent donner l'impression de réfléchir un petit peu à la façon d'un organisme vivant. Voilà, c'est-à-dire qu'on programme les ordinateurs pour nous faire croire qu'ils sont capables de raisonner comme nous. C'est largement une illusion, en tout cas jusqu'à présent. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle à laquelle on parvient aujourd'hui, on la qualifie d'un adjectif, on dit qu'elle est faible, parce qu'en fait elle est dédiée à des fonctionnalités très étroites. On peut faire des intelligences artificielles qui savent bien compléter une phrase quand on est dans un moteur de recherche type Google. On est habitué à ça, vous savez, on commence à taper quelques mots et puis la machine vous propose de compléter la phrase. C'est parfois assez loufoque, mais à d'autres moments ça tombe bien. C'est une intelligence artificielle très restrictive parce qu'elle ne permet que de faire cela. Vous n'allez pas lui demander de faire une poésie. Ce qui est frappant, ce qui est stupéfiant même avec ChatGPT, c'est que c'est une intelligence artificielle beaucoup plus fluide qui est capable à la fois de compléter vos phrases, mais aussi justement de faire de la poésie, d'écrire des chansons, d'écrire même des codes informatiques. C'est-à-dire que ça va beaucoup plus loin. C'est une étape supplémentaire franchie dans la présence, je dirais l'invasion de l'intelligence artificielle dans notre quotidien. Et Olivier Lascar, alors, je tout savoir, parce que, évidemment, ça fascine et en même temps, ça effraie. Évidemment, hein, les deux réflexes sont là. Alors, ChatGPT, si je vous dis, c'est un robot conversationnel. C'est ça ou pas ? Oui, on peut le... C'est un robot qui converse avec nous. Oui, alors le terme de robot entraîne une confusion, parce qu'évidemment, dans notre imaginaire, un robot, on imagine quelque chose qui est incarné, on imagine un corps. Là, on est plutôt dans la dématérialisation totale. C'est un programme. Si on va vers cet imaginaire de science-fiction, il faut plutôt aller du côté... Vous vous souvenez de Stanley Kubrick et de 2001, l'Odyssée de l'espace? Il y avait ce robot, cette machine, cet ordinateur dans le vaisseau qui allait vers Jupiter. Il s'appelait HAL. Et c'était un robot qui n'avait pas de corps. C'était un voyant simplement. Mais il avait une connaissance totale de toute l'intelligence humaine. On est plus dans ce domaine-là. Il n'a pas les compétences encore de ce qu'imaginait Kubrick, mais on est plus là-dedans parce qu'il n'y a pas de corps. Il n'a pas de corps, ChatGPT. C'est des serveurs, quoi. Hein. Ce sont des serveurs informatiques. Alors, serveurs informatiques, pour chacun d'entre nous, c'est pas compliqué. Il suffit de mettre une application sur son téléphone, hein, sans problème, d'aller sur un site sur son ordinateur. Donc, tout de suite, on peut être connecté à ChatGPT. Alors, oui. Si ce n'est que l'organisation en question qui a créé ChatGPT et qui s'appelle OpenAI a été victime de son succès. C'est californien. Hein. Californien. D'ailleurs, il y a du Elon Musk là-dedans. Hein. C'est intéressant Il est investisseur dans Elon Musk, il y a quelques années, justement, disant qu'il avait très peur des progrès de l'intelligence artificielle et utilisant d'ailleurs l'exemple du robot, de la machine chez Kubrick qui devient folle et qui met en danger la mission spatiale, disait on va arriver à ça. Donc il faut absolument se parer de garde-fous pour empêcher l'avènement d'une intelligence artificielle dangereuse. Et c'est pour ça... Est-ce qu'il est honnête quand il dit ça? Ou est-ce il est toujours ambivalent. Un investissement pour gagner beaucoup d'argent. Il est toujours très compliqué à suivre, l'ami Elon. Mais l'idée d'OpenAI était de créer des intelligences artificielles amicales. Bien, alors comment ça fonctionne? Eh bien, c'est une intelligence artificielle capable de répondre en quelques secondes à toutes vos requêtes. C'est-à-dire, je suis sur mon ordinateur, sur mon téléphone,
je pose une question, c'est ça ? N'importe laquelle. N'importe laquelle, et ensuite j'ai une réponse, mais une réponse, pas une phrase. Non, il est très prolixe. La réponse peut être très longue. Un exemple, non ? Les exemples, on en a quantité. Par exemple, il y avait, ça peut être très loufoque. J'avais vu un sujet d'un confrère qui disait écris-moi une comptine enfantine sur l'augmentation du prix de l'essence. Oui. Et tout de suite, ChatGPT fait dodo, enfant d'eau, demain la pompe sera moins chère, etc. Il sait le faire tout de suite. Bon, là on est dans la blague, mais là où ça peut inquiéter, c'est qu'il y a des utilisations qui peuvent être très concrètes de cette intelligence artificielle. Alors, autre exemple, à l'université de Yale, aux États-Unis, cette intelligence artificielle a réussi l'examen permettant d'exercer la médecine aux États-Unis. Alors c'est le type d'exemples justement qui sont montrés aujourd'hui, puisqu'effectivement on peut utiliser cette interface en disant écris-moi une dissertation sur le rôle des médecins chez Molière, je dis n'importe quoi, et ChatGPT peut produire quelque chose de très cohérent. Pourquoi ? Parce qu'une intelligence artificielle est alimentée par une base de données. C'est comme ça qu'on l'a construite, c'est comme ça que les scientifiques l'ont construite. Oui. Il y a toujours une base de données. Et cette base de données, concernant ChatGPT, elle est extraordinairement importante. C'est-à-dire qu'ils ont quasiment siphonné la totalité du web pour donner à ce programme une connaissance globale. Je dis là quasiment la totalité, mais pas la totalité. Parce que justement, ChatGPT, et c'est très important de le souligner, n'est pas connecté au web réel. Il est connecté à une sorte de photographie partielle d'Internet. Ce qui fait que tous les contenus, je dirais toxiques, d'ordre polémique, politique sexiste, raciste, des appels à la violence, etc., il n'a pas les données, il n'a pas les éléments. Donc il ne répond pas sur ces questions. Il ne répond pas, évidemment. Oui. Il y a plein de chatbots, les robots conversationnels, les chatbots. Il y a plein de chatbots qui ont été lancés dans le passé et qui se sont crashés dès les premiers jours parce que les internautes lui disaient « Donne-moi la formule du cocktail Molotov ». Et il le donnait parce qu'il était connecté à Internet. Là, ChatGPT n'a tout simplement pas l'information. N'a pas l'information. Donc ça, c'est une restriction qui est intéressante, mais qui demain sera levée. Parce que le futur d'un programme comme celui-là, c'est qu'il sera connecté à Internet. Donc danger. On va voir quels sont les dangers, mais un mot quand même sur l'utilisation. Je me mets à la place des profs. Finalement, les élèves vont sur ChatGPT, posent une question et bang, ils ont la réponse à tout. C'est-à-dire que le cours du prof ne sert plus à rien, quoi. Alors, c'est un danger réel. D'ailleurs, c'est amusant de noter. Moi, j'ai contacté au nom de Sciences et Avenir le ministère de l'Éducation il y a une semaine. Oui. En disant est-ce que vous avez prévu quelque chose, etc. Eux font un appel aux bonnes pratiques. C'est-à-dire, ce qui semble assez vain, malheureusement, en disant écoutez, les élèves, vous n'avez pas de raison d'utiliser un programme comme celui-là parce que ça ne vous permettra pas d'avancer, quoi. Du côté des profs, il faut voir que ChatGPT va fournir des textes qui sont extrêmement bien construits, mais il y a une certaine forme de stéréotype. Comme ces outils sont basés sur la probabilité. C'est-à-dire que ChatGPT va construire ses phrases en construisant les mots les uns après les autres comme dans un Lego, en établissant quelle est la probabilité que tel mot vienne après tel autre. Ce qui veut dire qu'il va s'exprimer un petit peu comme le tout venant, en quelque sorte. Donc, la plus-value d'un élève, sa personnalité, son savoir propre, qu'un prof connaît, n'apparaîtra pas. Au jour le jour, il le fréquente, n'apparaîtra pas. Donc, c'est quand même le prof se rendra compte que c'est ChatGPT qui a rendu la copie. Peut-être pas forcément ce ChatGPT en particulier, mais en tout cas, il pourra avoir ses antennes pourront être alertées. Alors, le danger, c'est l'escroquerie. Évidemment, l'escroquerie, et puis le pouvoir qui pourrait être pris parce que derrière cette intelligence artificielle, il y a toujours un homme ou plusieurs hommes. Alors, il est très intéressant de voir que... D'abord, une remarque, c'est que ce qui est frappant, c'est qu'on parle beaucoup de révolution technologique. Par exemple, du côté de Facebook, ça fait des mois et des mois qu'ils parlent du métavers, en essayant d'imposer cette idée comme étant la prochaine révolution technologique. On voit que ça fait un flop, ça prend pas du tout. Et là, à côté de ça, il y a cette société OpenAI qui, du jour au lendemain, en quelque sorte, met sur la place publique un programme dont on voit
ça percute dans la sphère publique. C'est ça une révolution technologique au premier sens du terme. Et cette révolution technologique, c'est autour d'elle que va se jouer le combat entre les géants des GAFAM dans les temps qui viennent. Parce que derrière ChatGPT, il y a peut-être Elon Musk, effectivement, parce qu'il a financé la boîte à son lancement, mais il y a aussi Microsoft. Et Microsoft a annoncé qu'il allait verser pas moins de 10 milliards de dollars dans ChatGPT. Pourquoi ? Parce que Microsoft est aussi le concepteur d'un moteur de recherche qui s'appelle Bing, qui aujourd'hui est dans la stratosphère par rapport à Google. Mais avec ChatGPT, Bing pourrait enfin devenir un compétiteur extrêmement sérieux face à Google. Et Google, d'ailleurs, est en train de fourbir ses armes pour répliquer. Bon, est-ce que je peux dire que c'est le début du remplacement de l'homme par la machine ? Je ne le dirai pas, moi, parce que je pense que c'est un nouvel outil technologique qui va sans doute remplacer certaines fonctions, mais qui va surtout accompagner le développement d'autres métiers. Il y a des métiers nouveaux, c'est comme ça depuis la révolution industrielle. Il y a des métiers nouveaux qui vont émerger. De toute évidence, c'est un outil supplémentaire. Et il faudra demain que les jeunes gens qui rentrent sur le marché du travail sachent appréhender ce type d'outil. Je comprends. Ça va les accompagner dans leur tâche. Si j'ai bien compris, ils sont intelligents, mais ils n'ont pas l'intelligence humaine et ils sont limités. Ils sont limités. Et alors, quelque chose que je n'ai pas dit et qui est extraordinairement important pour ChatGPT, c'est qu'il n'a pas le sens du vrai. Il ne sait pas ce qui est véridique. Il est capable, comme un beau parleur, de broder des phrases les unes après les autres. Par contre, le fond de l'affaire, la réalité lui échappe totalement. Ça me fait plaisir d'entendre ça. C'est pas son propos. C'est pour ça qu'il faut extraordinairement se méfier de ChatGPT, notamment pour des élèves qui voudraient l'utiliser pour tricher, parce que ça va leur pondre des textes qui seront peut-être très beaux sur la forme, mais là, le prof, il se laissera pas faire, parce que sur le fond, ce sera n'importe quoi. Et puis, ça fait plaisir d'entendre parler de réalité et de faits. Comme quoi, tout commence par là. Hein. Tout commence par la réalité et les faits. On peut apporter tous les commentaires qu'on veut, on peut apporter tous les compléments qu'on veut. Tout commence par le fait et la réalité. Ça me fait plaisir. Dites-moi, merci. Hein. Je voulais vous dire merci Olivier Lascar parce que je commence à tout comprendre. Et ça fait du bien, hein, ça fait du bien. Donc il faut pas trop s'en inquiéter. Non, il faut être soucieux, il faut pas faire le dos rond, il faut pas faire comme si ça n'existait pas, il faut pas dire c'est une bulle, ça va passer. Non, là c'est une étape extrêmement importante dans l'évolution de l'intelligence artificielle. Disons que ce qui est important, c'est que le grand public le découvre à cette occasion. Les chercheurs, les spécialistes étaient déjà au courant depuis quelques années. Hein. On appelle ça les gros modèles de langage. L'avènement des gros modèles de langage, ça fait quelques années que les spécialistes de l'informatique savent que ça arrive. Mais là, le grand public est confronté à cette problématique. Donc c'est pour ça, par exemple, que j'ai contacté le ministère de l'Éducation, parce que c'est intéressant quand même que les pouvoirs publics s'emparent de ces questions-là, les fassent vivre, se positionne, parce que ça va te faire turbuler la société. Merci beaucoup Olivier Lascar, rédacteur en chef du pôle digital de Sciences et Avenir, La Recherche, le mensuel. Merci, 12h26. Vous nous avez accompagnés depuis 10h30, c'était passionnant ce matin. Évidemment, je vous remercie d'être intervenus si nombreux. André Berkoff, à ma place.